comment parler de ce que nous savons. C'est-à-dire comment parler avec des mots de ce que nous savons par la physique, qui, comme je l'ai dit, a un langage naturel qui est le langage mathématique, en tout cas une partie du langage mathématique. Et la question, c'est comment traduire avec des mots ce que nous savons par d'autres biais que le langage. Pour le dire autrement, que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler? Alors par exemple, prenez les équations de Newton, que vous connaissez, l'équation, je ne sais pas comment vous l'appelez, j'imagine que vous l'appelez l'équation fondamentale de la dynamique. Prenez cette équation et essayez d'imaginer ce que cette équation dirait du temps si elle pouvait parler. Bon. Alors ce que vous verrez assez rapidement, c'est que le paramètre t dans les équations de la physique newtonienne, mais c'est vrai aussi en relativité, le paramètre t est le seul paramètre de la physique qui ne dépend pas de lui-même. T ne dépend pas de t. Ça, c'est quand même bizarre, parce que dans le langage courant, le temps, c'est le changement. Le temps est synonyme de changement. Et là, Newton vous propose un temps qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Ah oui, le temps newtonien, c'est la seule chose qui ne dépend pas du temps. Quand vous écrivez t, vous n'écrivez jamais t fonction de t. Donc t est homogène. Tous les instants du temps ont le même statut vis-à-vis des lois physiques. Ce qui signifie que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Autrement dit, que les lois physiques ne dépendent pas du moment où vous les appliquez. Heureusement d'ailleurs. Sinon, on ne pourrait pas faire de physique. Et peut-être que vous avez vu un théorème très célèbre de la physique qui s'appelle le théorème de Noether, qui montre que cette invariance des lois physiques par translation du temps a comme corollaire la conservation de l'énergie. Je ne sais pas si on vous l'a dit, ça. Le fait que l'énergie se conserve est la preuve que les lois physiques ne dépendent pas du temps. C'est pour ça que Niels Bohr, quand elle imaginait que la conservation de l'énergie n'était pas respectée dans la radioactivité bêta, disait un truc qui mettait en l'air la physique, en fait, sans se rendre compte. Bon. Et donc, voilà, le jeu, c'est comment parler de ce que nous connaissons, par la physique. Alors, la thèse que je vais défendre, c'est que cette question est une question éthique. Je veux dire par là que la plupart des scientifiques, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs ou autres, considèrent que la science pose des tas de questions éthiques, c'est vrai, mais que ces questions éthiques concernent les applications de la science. Est-ce qu'il faut faire la bombe atomique? Est-ce qu'il faut faire des nanosciences? Est-ce qu'on a le droit de mettre dans le corps des objets hybrides qui brisent la séparation entre l'inerte et le vivant, entre l'artificiel et le naturel, etc. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les cellules souches? Est-ce qu'il faut faire des centrales nucléaires? Ça, c'est des questions éthiques, évidemment, mais sur des questions qui concernent les applications de la science. Et la thèse que je voudrais défendre devant vous, c'est que dès qu'on se met à parler de la science, on est déjà dans le champ de l'éthique, au sens où, si nous disons mal avec des mots ce qu'on apprend par les équations, eh bien, le public qui nous écoute, à commencer par les étudiants, vont penser de travers ce qu'on leur apprend. Autrement dit, si on dit mal les choses, on les pensera mal. D'accord ? Et donc, savoir comment dire ce que nous savons est un engagement éthique, puisque si on ne le respecte pas, on va installer dans la culture des préjugés, des vulgates, qui font dire aux théories le contraire de ce qu'elles disent vraiment. Okay ? Alors pensez par exemple au darwinisme. Le darwinisme, ce n'est pas une théorie qui a des applications, en tout cas pas directes. Simplement, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, et même au XXe, tragiquement, des gens qui ont expliqué le darwinisme, qui est une théorie, d'une façon telle qu'il était présenté comme une caution scientifique de l'eugénisme. Et on a dit, ben voilà, la nature fait de la sélection naturelle, on va l'aider. Et on va zigouiller les débiles mentaux, les infirmes, etc. Okay ?
Jusqu'au jour où quelqu'un fait remarquer que la médecine, par exemple, consiste à faire le contraire de ce que fait la nature, c'est-à-dire à s'opposer à elle. Si quelqu'un est malade et si vous ne le soignez pas, il peut mourir. Donc la médecine consiste à utiliser certaines lois biologiques pour empêcher la nature d'accomplir son projet qui est de tuer les malades. Ça a un peu calmé les gens, mais il y a régulièrement des reprises. Et vous savez qu'il y a des problèmes des cellules souches ou même de la procréation assistée, etc. C'est que justement, ça pose la question de l'eugénisme. De façon plus discrète que quand on tue les gens. Mais ça pose la question de savoir qui a le droit de vivre, pas vivre, etc. Et donc vous voyez que la façon de raconter le darwinisme engage des questions éthiques. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être plus proche de vous. C'est justement la mécanique quantique. Et notamment le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, vous savez que c'est Heisenberg qui l'a énoncé en 1927. Il avait utilisé comme mot allemand Unsicherheit, qui veut dire incertitude. Et puis il s'est rendu compte que c'était un mot ambigu. Et il a changé de nom, il a pris Unbestimmtheit, qui veut dire indétermination. Mais c'est trop tard, la traduction était faite par Langevin. Et en France, on parle de principe d'incertitude de Heisenberg. Comment est-ce qu'il est énoncé? Dites-moi comment vous l'avez appris. Moi, je vous dis comment je l'ai lu dans les enfin, non pas dans les... Comment je l'ai lu dans le livre de philosophie terminale de mon fils. Comment je l'ai lu dans les polycopiés de culture générale de préparation à l'ENA. Parce que vous savez, au grand oral de l'ENA, on peut avoir des questions sur n'importe quoi. Pourquoi pas sur le principe d'incertitude d'Heisenberg? La probabilité est faible, hein. Mais en tout cas, si à l'oral de l'ENA, on vous pose la question, vous devez répondre ceci. Le principe d'incertitude de Heisenberg, ou la mécanique quantique, nous dit, pour le coup elle parle, nous dit qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. C'est comme ça que vous l'avez appris? Non? En tout cas, c'est comme ça qu'il est raconté dans beaucoup d'endroits. Et si vous lisez cette phrase, vous en déduisez quoi? Vous en déduisez qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminées, mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec une précision arbitraire. Et on empile des livres de philosophie expliquant que la mécanique quantique limite notre pouvoir de connaître, que le réel est inconnaissable. Et ça, c'est un contresens absolu. Ce que dit la mécanique quantique, faites-moi confiance, c'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Et donc, ça n'est jamais un objet tel que décrit par la physique classique. Okay? Autrement dit, la révolution quantique, c'est d'abord une révolution ontologique. C'est-à-dire, elle change la nature des objets qu'elle prétend décrire. Mais en France, on a beau faire souvent la révolution, en général, on pense les révolutions dans les termes d'avant. Et la France a vanté la mécanique quantique comme étant, on garde les mêmes objets qu'avant, éventuellement on les colle, ça fait la dualité onde-corpuscule qui est un truc absurde, d'accord? Et on imagine que cet objet ambivalent ne peut pas être aussi bien connu que les ondes d'un côté ou les corpuscules de l'autre. Autrement dit, le principe d'incertitude est présenté comme un truc qui fait que les propriétés des objets existent comme avant, mais ne sont plus connaissables comme avant. On explique que la mesure perturbe le truc, etc. Alors que non. C'est que la notion même de vitesse et de position pour un champ quantique n'a aucun sens. Et du coup, le principe d'incertitude devient un principe d'indétermination qui dit que quand vous faites une mesure d'un objet quantique pour obtenir l'une de ses propriétés classiques, par exemple sa position, vous pouvez mesurer la position d'une particule, mais vous n'avez pas le droit de dire que cette position préexistait à la mesure. C'est la mesure qui a obligé la particule à prendre position. Ce qui pose évidemment toutes sortes de questions d'interprétation. Mais vous voyez qu'on a
on fait dire au principe d'incertitude des choses qui sont datées 1927 et qui ne tiennent pas compte de ce qu'on a appris depuis. Autre exemple, la théorie de la relativité nous dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous avez déjà entendu ça? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je suis embêté par la vitesse d'écoulement du temps. Parce que je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc si le temps a une vitesse, ça veut dire que le temps change son rythme d'écoulement par rapport à lui-même. C'est bizarre. Donc il n'y a pas de vitesse d'écoulement du temps. Ça ne veut rien dire. D'accord? Je suppose que ça veut quand même dire quelque chose. D'accord. Donc je relis ma phrase. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et j'essaie de comprendre ce que veut dire cette phrase. Donc par exemple, dans cet amphithéâtre, je prends un livre d'une certaine épaisseur et à ma montre, je chronomètre le temps qu'il me faut pour le lire. Et je vois qu'à ma montre, il me faut 2 heures. 2 heures pour lire un livre. Très bien. Une fusée passe dans le voisinage à la vitesse de 150 000 km par seconde. La moitié de la vitesse de la lumière. Je monte dans la fusée, j'emmène ma montre et j'emporte avec moi un livre de même taille que le premier. Pas le même parce qu'il faut varier les plaisirs, donc je prends un livre de même taille. Je monte dans ma fusée avec ma montre et je chronomètre avec ma montre le temps qu'il me faut pour lire ce livre. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve 2 heures. OK? Et pendant ce temps-là, l'autre Gugus me dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de ma vitesse dans l'espace. Ce que dit la théorie de la relativité, et c'est pour ça qu'elle s'appelle théorie de la relativité, terme inventé par Galilée, c'est que le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. Phrase de Galilée. Le mouvement est comme rien. Et quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et donc que vous soyez dans ce laboratoire, enfin cet amphi, ou dans une fusée, pour vous, ça ne change rien. Et songez d'ailleurs que sans ce principe de relativité, les voyages seraient impossibles. Hein, si les lois physiques dans un TGV au bar n'étaient pas les mêmes qu'à la cafétéria de la gare, les voyages seraient impossibles. Hein, vous laissez tomber votre café, il fait une sinusoïde dans le wagon. Non. D'accord ? On ne pourrait pas voyager. Donc, le principe de relativité rend les voyages possibles. Et vous n'imaginez pas Einstein remettre en cause cela. Donc, le premier principe de la théorie de la relativité d'Einstein, c'est le principe de relativité de Galilée. Le mouvement est comme rien. Donc, le fait de vous déplacer ne change nullement la fameuse vitesse d'écoulement du temps, puisque rien n'affecte votre chronomètre qui dit ce qu'on appelle votre temps propre. En revanche, et c'est ça la différence avec Newton, quand vous revenez de votre petit voyage, enfin, admettons que ce soit moi qui sois parti, je reviens de mon petit voyage, qui a duré, je ne sais pas, à ma montre, il va durer 3 heures. Quand je reviens, vous êtes tous morts, depuis très longtemps. D'accord ? Autrement dit, mon temps propre, c'est désynchronisé du vôtre. Donc ce que dit la théorie de la relativité, c'est qu'il existe autant de temps propre qu'il existe d'observateurs différents. On a l'impression d'être dans le même temps propre parce que nos vitesses relatives sont faibles, même si vous prenez le TGV, un avion, etc. Ça ne désynchronise pas nos montres, mais si vous pouviez aller plus vite qu'un TGV ou un avion, ça finirait par se voir, on ne pourrait pas prendre rendez-vous. D'accord ? Mais vous voyez que à ma montre, il s'est passé 2 heures ou 3 heures, à votre montre, avant même que je revienne, vous aurez vécu 120 ans. Mais vous n'avez pas le droit de dire que mon temps à moi s'est écoulé plus vite que le vôtre, etc. Ça ne veut rien dire. C'est simplement qu'un voyage dans l'espace-temps désynchronise le temps propre du voyageur en question par rapport au temps propre de ceux qui ne font pas ce voyage. Ce qui n'est pas du tout le même message. Quand on parle de vitesse d'écoulement du temps, on sous-entend qu'on peut se mettre dans un méta-référentiel depuis lequel on pourrait comparer les différentes situations. Or, ce que dit la relativité, c'est que ce méta-référentiel n'existe pas.
Il n'existe pas en relativité un point de vue de nulle part. Quand vous parlez de l'espace et du temps, vous devez dire depuis quel référentiel vous le faites. Après, on peut bricoler et vous expliquer comment ça sera perçu dans un autre référentiel. Mais le fait d'être dans tel ou tel référentiel de vitesse différente ne change rien pour celui qui est dans le référentiel à sa perception d'espace et du temps. Vous voyez comment une phrase dit le contraire de ce que dit la théorie. Sans même ajouter que très souvent on dit que la théorie de la relativité dit que tout est relatif. Ah, comme quoi tout est relatif. Bon, ouais. Eh ben non. Non. Einstein, d'ailleurs, s'en est lui-même excusé en 1933, sa théorie, c'est une théorie de l'absolu. La théorie de la relativité dit très exactement quelles sont les grandeurs physiques qui ne changent pas quand on change de référentiel. Il y a l'intervalle d'espace-temps, il y a la vitesse de la lumière, il y en a d'autres. Et donc il y a des invariants. C'est une théorie de l'absolu. C'est une théorie qui vous dit quelles sont les grandeurs physiques qui sont absolues. Parmi ces grandeurs absolues ne figurent ni l'espace ni le temps. Très bien. Ça ne signifie pas pour autant que tout serait relatif. C'est une théorie de l'absolu. Okay. Vous voyez comment on a transformé la relativité en un relativisme, tout est relatif, comme si elle en était la caution scientifique, alors qu'elle n'en est absolument pas une telle caution.